Latte. Christophe Ondelatte. Bonjour à tous. Une affaire criminelle très récente de 2010 aujourd'hui. Jugée en 2016, l'assassinat de Christophe Lejard à Rognonas dans les Bouches-du-Rhône, près d'Avignon. L'un de ces crimes auxquels il est si facile de s'identifier, puisqu'il s'agit d'un crime commis dans le huis clos de la famille, par des amateurs, donc très amateurs, qui vont se faire pincer comme des bleus qu'ils sont. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai fait appel à celle qui était avocate générale au procès à Aix-en-Provence, Martine Assignon. Bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur Ondelatte. À tout à l'heure. Voici mon histoire, écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Une chose que je veux vous dire avant de commencer. Dans cette affaire qui se déroule en novembre 2010 à Rognonas près d'Avignon, le père s'appelle Christophe Lejard et le fils Christopher Lejard. Les gens sont bizarres, tout de même. Bref, je vous dis ça pour que vous ne vous fassiez pas un sac de nœuds dans la tête. Et maintenant, le meurtre. Le matin du 24 novembre 2010, vers 7h30, Christopher, le fils, sort de la maison familiale, un joli mât provençal. Il part travailler dans l'entreprise familiale, une menuiserie. Il ouvre sa voiture, il met le contact, et là il voit la voiture de son père en travers de l'allée, devant le portail. Qu'est-ce que c'est que ça ? Son père est parti travailler il y a 1 heure. Qu'est-ce que sa voiture fait devant le portail ? Il descend, il s'approche, le moteur tourne. La portière côté conducteur est grande ouverte. Et son père gît sur le sol au pied de la voiture, dans une mare de sang. Il court vers la maison. « Maman ! Maman, il est arrivé quelque chose à papa !» Il est étendu dans l'allée. Il y a du sang partout. La mère appelle les secours. Et quand ils arrivent, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Christophe Lejard est mort. Pas depuis longtemps, hein. Son corps est encore tiède. 1 demi-heure grand maximum. Et à première vue, il a été abattu par derrière. On voit clairement une entrée de balle à l'arrière de son crâne. Les gendarmes débarquent, ils gèlent la scène de crime et ils interrogent la mère et le fils, qui tout de suite leur font part d'une bizarrerie. Le portail de la maison, ça fait 8 ans qu'on habite là, on le laisse toujours ouvert, toujours. Et là, il est fermé. Comme si on avait voulu obliger le père à descendre de voiture. Ça ressemble à un piège. C'était un guet-apens. Là-dessus arrivent les TIC, les experts de la gendarmerie. Et sur le portail, justement, ils trouvent un ADN. Puisque le tueur a sans doute fermé le portail, c'est peut-être le sien. Et en retrait du portail, dans la cour, ils trouvent des mégots de cigarettes. Il y a des gens qui fument chez vous, madame ? Ah non, non, personne ne fume ? Personne ? L'endroit où on a trouvé les mégots pourrait correspondre à l'endroit où le tueur s'est planqué en attendant que Christophe Lejard ne sorte de chez lui. Et un mégot de cigarette, c'est un nid à ADN. Donc, a priori, on a l'ADN du tueur. Tous les prélèvements partent immédiatement au labo. Et les gendarmes se rencardent sur cette famille Lejard. Christophe était en couple avec sa femme Roselyne depuis 25 ans. Elle est un peu plus âgée que lui. Elle a 2 enfants d'un premier mariage et Christopher, qui vient de découvrir le corps, est le seul enfant qu'ils aient eu ensemble. Sur le plan professionnel, Christophe Lejard a une grosse menuiserie, 16 salariés. On dit que c'est un patron sympa. Alors de quel côté faut-il chercher l'assassin ? Dans la famille ou dans l'entreprise ? Les gendarmes vont voir les voisins des Lejard. « Vous avez entendu un coup de feu ce matin ?»« Ah oui, oui, oui. Une grosse détonation. Moi, sur le moment, j'ai pensé à un chasseur, forcément. Pas un assassinat. Et c'était à quelle heure ? Je dirais vers 7h moins le quart, 7h. Autre chose que vous ayez remarqué ?
Oui, j'ai vu une moto garée devant chez eux la nuit dernière. D'habitude, il n'y a pas de moto devant chez eux. Ça pourrait pas être la moto de l'assassin? Si c'est le cas, décidément, le gars est imprudent. Il gare sa moto devant chez la victime, il fume comme un pompier, il jette ses mégots. C'est un amateur. Et donc l'enquête se polarise sur les proches, sur la famille. Et c'est bien instructif parce qu'il y a un sac de nœuds dans cette famille. Christophe Lejard, le père, le mort, était en conflit avec son beau-fils, le fils de sa femme, Arnaud. Né d'un premier mariage, Arnaud n'a jamais accepté que Christophe vienne remplacer son père. Et d'ailleurs, il n'est pas venu vivre avec eux à Rognonas. Il est resté en Normandie, Arnaud, dans l'Orne. Et donc les gendarmes l'interrogent. Vous ne vous entendiez pas avec votre beau-père? Écoutez, c'est un truc d'ado, c'est de l'histoire ancienne. Ça fait 2 ans qu'on était largement réconciliés. Donc vous n'êtes pas impliqué dans la mort de votre beau-père. En aucune façon. Je vous le dis, ça fait 2 ans que tout allait très bien entre nous. Et de toute façon, le soir du drame, j'étais chez moi dans l'Orne. Vous pouvez vérifier. J'ai des témoins. On vérifie. Effectivement, Arnaud était en Normandie. Il ne pouvait pas être à Rognonas. Fausse piste. L'autopsie de Christophe Lejard a lieu à l'hôpital de Lac Timone, à Marseille. Elle révèle qu'il a été abattu d'un coup de fusil de chasse. Il y a du plomb partout autour de la plaie dans la nuque. Du 12 mm. Ah, on vient aussi de recevoir les premiers résultats du labo. L'ADN révélé sur le portail. En fait, c'est un mélange de 2 ADN. L'ADN de Christophe Lejard, la victime, et un deuxième ADN, pourvu qu'il soit dans le fichier. On fait tourner le fichier informatique qui rassemble toutes les empreintes de personnes impliquées dans des affaires, coupables ou suspects, le fameux FNAEG. Il n'est pas répertorié dans le fichier. Quant aux mégots de cigarettes, malheureusement, on ne trouve pas d'ADN dessus, figurez-vous. Aucun ADN. C'est très rare. Le type a dû fumer du bout des lèvres. La veuve aussi est interrogée, Roselyne. Et comment dire, elle n'a pas l'air très secouée par la mort de son mari. Elle n'a même pas l'air surprise. Oh ben je vais même vous le dire, ça devait arriver. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça, Madame Lejard? Quand on tripatouille dans les caisses de sa propre société, comme le faisait Christophe. Je veux dire, c'est inévitable, hein. Avec lui, c'était argent au black, malversation, tout le tralala, quoi. Vous voulez dire qu'il se servait dans les comptes de son entreprise. Voilà. Et avec lui, il y avait des dessous de table énormes. Intéressant. Ça serait donc un règlement de compte professionnel. Et donc les gendarmes débarquent à la menuiserie Lejard, spécialisée en vérité dans la pose de fenêtres en PVC. Et ils vont voir la comptable. Vous pourriez nous donner la comptabilité de ces 3 dernières années, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ils s'attendent à trouver des traces de malversation, des virements du compte pro vers le compte perso, des retraits d'argent intempestifs. Eh ben, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Pas l'ombre d'un tripatouillage, même minime. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en concluent? Eh bien que la veuve est en train de les balader. Et Roselyne devient suspecte. D'autant plus suspecte qu'à ce moment-là, un rebondissement intervient. Le 3 décembre, 1 semaine après l'assassinat, une belle femme, blonde, la cinquantaine, se présente spontanément à la gendarmerie. Bonjour. Est-ce que je pourrais voir l'officier qui dirige l'enquête sur l'assassinat de Monsieur Lejard? Et ce qu'elle raconte aux gendarmes qui la reçoivent est très intéressant. Bonjour monsieur. Voilà, je m'appelle Liliane Berger. Et je viens vers vous parce que j'ai un lien avec Christophe Lejard. D'accord? Quel lien, madame? Je suis sa maîtresse. Enfin, j'étais sa maîtresse avant qu'on ne le tue. Et depuis combien de temps durait votre liaison? Depuis 6 mois. En fait, on était amis quand on était jeunes et puis on s'est retrouvés via Facebook au mois de mai. Ça a été comme un coup de foudre.
On avait décidé de vivre ensemble. Christophe allait divorcer. Ah! Roselyne avait oublié de nous dire ça. Elle n'avait pas dit qu'elle avait une rivale, ni que son mariage battait de l'aile. Un oubli, sans doute. Et vous allez voir, Roselyne a encore d'autres tours dans son sac. Dans ce genre d'enquête, dont la solution se trouve a priori dans l'environnement familial, il est toujours très intéressant d'assister aux obsèques. La famille, les amis, les collègues de travail sont là, c'est un peu un jeu de rôle grandeur nature. La sœur de Christophe Lejard est là, Maryse. Elle est venue de la Sarthe. Et elle est un peu surprise par la sobriété de la cérémonie. Oh, c'est incroyable ça. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de chant. Bah dis donc, c'est service minimum. Hein. Elle est aussi un peu surprise par l'attitude de sa belle-sœur Roselyne. Oh, c'est ahurissant. Pas une larme. Elle sourit même. Alors après l'enterrement, elle va la voir, prudente. « Oh ma Roselyne, j'espère que les gendarmes trouveront vite qui a fait ça. » « Qui a fait ça ? Mais ma pauvre Maryse, vois la vérité en face. Enfin, Christophe s'est suicidé. C'est lui qui a décidé de mettre fin à ses jours. » Maryse n'est pas gendarme. Elle n'est pas non plus criminologue. Mais elle n'est pas idiote pour autant. On ne se suicide pas d'une cartouche de fusil à l'arrière du crâne, hein ? Allez-y, essayez. Imaginez un fusil de chasse. Collez-vous le canon sur la nuque. Et maintenant, essayez d'appuyer sur la queue de détente, sur la gâchette. C'est impossible. Et c'est absolument inutile. Tant qu'à se suicider, autant se tirer une balle dans la bouche, ou dans la tempe, ou dans le cœur. Mais dans la nuque, on n'a jamais vu ça. Et donc que fait la sœur, Maryse ? Elle va voir les gendarmes et elle leur raconte tout. Le sourire pendant les obsèques, cette histoire de suicide qui ne tient pas debout, et surtout, elle leur dit qu'elle aussi, elle était au courant pour le projet de divorce. Vous savez, j'étais assez proche de mon frère. C'est lui qui a demandé le divorce. Il m'a dit que quand elle l'a appris, elle est devenue hystérique. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a vidé son PEL. 30 000 € qu'elle a pris. Et lui, il s'en est aperçu. Ah ben oui. Vous savez ce qu'elle lui a répondu ? Elle lui a dit, quand tu seras mort, moi et les enfants, on n'aura plus rien. Depuis, je vous dis la vérité, hein, comme elle était infirmière, il avait peur qu'elle l'empoisonne. Il pensait que sa femme voulait l'empoisonner. Ben oui, il mangeait plus rien de ce qu'elle fabriquait. Ni de ce qu'il y avait dans le frigo d'ailleurs. Il ramenait ses propres plats préparés. Et il buvait l'eau du robinet, rien d'autre. Il avait peur. Il avait peur d'elle. Mais alors pourquoi n'est-il pas parti ? Mais il allait partir. Il devait partir de chez lui le week-end après son assassinat. Alors les gendarmes, qui avaient déjà la veuve dans le nez, l'interrogent à nouveau. Et d'entrée, ils lui font comprendre qu'ils ont des soupçons. « Madame Lejard, le nom de Liliane Berger vous dit-il quelque chose ?»« Non. » « Alors, Madame Lejard, pardonnez-moi de vous apprendre quelque chose. Madame Liliane Berger était la maîtresse de votre défunt mari. Elle est coiffeuse dans la région. Vous êtes sûre de nous avoir tout dit, madame ? Vous n'étiez pas en instance de divorce par hasard avec votre mari ?» Roselyne Lejard a un petit moment d'arrêt, le temps de mitonner sa réponse. « Moi, je savais pas qu'il avait une maîtresse. Mais c'est vrai, on allait divorcer. À mon initiative. Mais ça se passait bien, vous savez, il était d'accord. » Elle ment. Les gendarmes ont eu accès à des échanges de mails entre le mari et la femme. Elle savait qu'il avait une maîtresse. Elle en parle dans ses mails. Elle ment. Et si elle ment, c'est qu'elle est mêlée d'une manière ou d'une autre à la mort de son mari. Je dis d'une manière ou d'une autre, parce que dans la tête des gendarmes, ça n'est pas elle qui l'a tué. Elle avait forcément un complice. Et le complice correspond sans doute à l'ADN qui est sur le portail.
Et cet ADN, les gendarmes vont mettre un peu de temps à lui coller un nom. Presque un an. Pendant tout ce temps, ils font le tour de tous les proches du pauvre Christophe Lejard. Et à chaque fois, ils prélèvent leur ADN. Et un jour, en octobre 2011, ils tombent sur un certain Christopher Munch. Décidément, dans cette affaire, il y a des Christophe à tous les étages. Un type qui a fait des travaux chez les Lejards, l'été qui précède le meurtre. Un artisan de 26 ans qui habite en Normandie, à 800 km de Rognonas. Bonjour monsieur, nous faisons des prélèvements ADN auprès de tous ceux qui ont croisé monsieur Lejard dans les mois qui précèdent son assassinat. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, placer ce coton-tige à l'intérieur de votre joue? Voilà, et vous le frottez, hein? Très bien. Merci. Au passage, il découvre que l'oiseau a un petit casier. Des vols, détention de stupéfiants, des petites choses qui lui ont valu des condamnations à moins d'1 an de prison. Et là, tombe le résultat des comparaisons ADN. C'est lui! C'est son ADN qui est sur le portail. Christopher Munch. Et donc, il place Munch en garde à vue. Et tant qu'à faire, il place aussi Roselyne Lejard, chacun dans un bureau. Monsieur Munch, vous êtes-vous rendu dans le sud de la France entre le 23 et le 25 novembre 2010? Ben non. Êtes-vous impliqué dans la mort de monsieur Lejard, monsieur Munch? Mais non, enfin, je vais pas tuer monsieur Lejard, enfin, même pour tout l'or du monde, je tuerai jamais personne, moi. Alors, monsieur Munch, comment expliquez-vous qu'on trouve votre ADN sur le portail de la propriété de Lejard? Ben, je sais pas, moi, enfin, j'ai peut-être laissé mon ADN durant l'été, quand je suis venu faire les travaux. C'est pas possible, monsieur Munch. Avec la pluie, avec le vent, avec le soleil, il aurait été effacé. Il est récent, cet ADN, monsieur. Il est coincé. Et il l'a bien compris. Il tente une dernière manœuvre. Bon, c'est vrai. Je suis descendu dans le sud. Mais j'ai pas tué monsieur Lejard. Roselyne m'avait juste demandé de fermer le portail. J'ai rien fait de plus. J'ai juste fermé le portail. Et vous l'avez fait bénévolement, ça, monsieur Munch? Non. Elle m'a payé 15 000 € pour fermer le portail. J'ai accepté. J'avais de gros problèmes financiers. Vous êtes en train de nous dire que vous avez parcouru 1600 km aller-retour juste pour fermer un portail en pleine nuit. Ben ouais. C'est grotesque. Alors voyons ce qu'elle en dit, elle. Madame Lejard, monsieur Munch, qui est en garde à vue dans le bureau à côté, vient de nous déclarer avoir reçu de votre part la somme de 15 000 € pour venir fermer le portail de votre maison, la nuit qui précède le meurtre. Ce faisant, il vous désigne comme commanditaire du meurtre de votre mari. Elle tergiverse un peu, pas longtemps, et elle finit par craquer. Les 15 000 €, ça n'était pas pour qu'il ferme le portail, bien sûr. C'était pour qu'il le tue. Mais j'ai pas fixé la date. C'est lui qui a choisi. J'ai demandé qu'il me tienne pas au courant. Et donc, à l'issue de leur garde à vue, ils sont mis en examen, tous les deux, Christopher Munch pour assassinat et Roselyne Lejard pour complicité d'assassinat. Cette affaire est presque résolue. Je dis presque parce qu'il y a un hic. Les gendarmes examinent les relevés téléphoniques de l'un et de l'autre. Christopher Munch et Roselyne Lejard ne se sont jamais appelés. Jamais. Pas un coup de fil, pas un SMS, pas un mail. Alors comment ont-ils fait pour organiser l'assassinat? Comment ont-ils fait? Les gendarmes en arrivent à la conclusion qu'il y a forcément un intermédiaire entre les deux. Et ils n'ont pas beaucoup de mal à l'identifier. Qui habite en Normandie, tout près de chez Christopher Munch, à quelques kilomètres? Le fils de Roselyne, Arnaud. Et comment le coincer? Il faut des preuves. Et pour l'instant, les gendarmes n'en ont pas. Patience. Les gendarmes apprennent qu'en prison, Christopher Munch n'a pas tardé à s'équiper d'un téléphone portable. Rien d'original. Mais au lieu de le lui confisquer, il le lui laisse et il le place
sur écoute. Et un jour, il entend appeler son copain Arnaud. « Mais dis donc Arnaud, ta mère m'a bien chargé. Ah mais moi j'ai rien fait dans cette histoire, Christopher. Je suis tranquille. T'as rien fait? Mais Arnaud, réalise un peu que tu risques aussi gros que ta mère et moi. » Hé hé. Le jeune Arnaud est coincé. Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue et il se couche tout de suite. Oui, c'est vrai. Je reconnais que j'ai été l'intermédiaire. Mais je peux ajouter quelque chose? Allez-y, on vous écoute. Dans cette affaire, j'ai été la victime de ma mère. Elle est hystérique, ma mère. Elle m'appelait tous les jours pour me faire croire qu'elle était en danger. Elle me racontait des horreurs sur les traitements qu'elle subissait de la part de Christophe. Je me suis laissé berner. Berner peut-être. Mais enfin, c'est quand même lui qui achète la moto qui sert à Christopher Munch pour faire l'aller-retour entre la Normandie et Rognonas. C'est aussi lui qui achète l'arme, le fusil de chasse, la veille du meurtre, soi-disant à un inconnu. C'est lui enfin qui fait un dessin, un plan de la propriété à Christopher Munch pour qu'il situe les voitures des uns et des autres. Et puis c'est lui qui demande à Christopher Munch de laisser son portable à la maison en Normandie avant de partir et d'emprunter des petites routes, d'éviter l'autoroute. Sauf que l'imbécile a fait un excès de vitesse près de Montluçon et il s'est acheté un café à 1,10 € par carte bancaire à Millau sur le chemin du retour. S'il était tenté de revenir sur ses aveux, il aurait beaucoup de mal. Voilà, l'affaire est bouclée. Ah, il reste un petit détail quand même. Comment se fait-il que l'ADN de Christopher Munch se retrouve sur le portail? Je comprends pas. J'avais des gants. Je pouvais pas laisser d'ADN. Eh bien, il est fort possible qu'en enfilant ses gants, Christopher Munch, qui sans doute transpirait, a mis son ADN sur l'extérieur de ses gants. Et qu'ensuite il l'a transféré, sans le vouloir, sur le portail. Hypothèse. Mais ça n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Bien. Eh bien maintenant, on a tout le monde. Le commanditaire, Roselyne, l'homme de main, Christopher Munch, et l'intermédiaire, le fiston Arnaud Privat. Il n'y a plus qu'à juger tout ce monde-là. Avant le procès, Roselyne va nous en faire une petite dernière. Attendez, n'allons pas trop vite, car avant le procès survient un rebondissement. Une jeune femme qui sort de prison vient voir spontanément les gendarmes. Voilà, à la maison d'arrêt, j'ai partagé ma cellule avec Madame Roselyne Lejard. Et alors? Eh bien, Roselyne m'a proposé de l'argent pour que je tue Christopher Munch à ma sortie de prison. Elle voulait que j'aille le voir au parloir et que je l'empoisonne. Vous êtes en train de nous dire que Madame Lejard vous a proposé un contrat? Oui, pour 15 000 €. Pour être franche avec vous, je crois qu'elle m'a bien manipulé parce que j'ai failli accepter. Mais en fait, j'ai préféré venir vous voir. L'ancienne codétenue explique que Roselyne voulait punir Christopher Munch pour les erreurs qu'il a commises, l'excès de vitesse, le café payé avec sa carte bleue, ses aveux trop rapides. Pour le punir, elle aurait voulu l'éliminer. Incroyable! Ça en dit long sur le caractère de cette femme, et à ce rythme-là, elle risque de prendre cher devant la cour d'assises, peut-être même plus cher que le tueur, Christopher Munch. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence le 18 mai 2015, un peu moins de 5 ans après l'assassinat de Christophe Lejard. Et pour l'occasion, Roselyne a changé de nom, elle a perdu son nom d'épouse et de veuve et repris son nom de jeune fille, Roselyne Pinchot. Le premier jour, chacun des 3 protagonistes reconnaît sa responsabilité. Roselyne admet qu'elle a commandité l'assassinat de son mari, mais elle nie avoir voulu faire assassiner Christopher Munch. Arnaud Privat, son fils, reconnaît lui aussi qu'il a servi d'intermédiaire avec Christopher Munch. Il dit qu'à l'époque, il était dans une certaine confusion mentale. Et enfin, Christopher Munch reconnaît qu'il est l'assassin. Le procès est plié d'entrée. Sauf que le deuxième jour, à la mi-journée, Roselyne fait un malaise.
Pour les parties civiles, elle fait son cinéma. Mais, quoi qu'il en soit, on ne peut pas continuer. Procès renvoyé. Un nouveau procès a lieu en juin 2016. Et cette fois-là, on va au bout. Et comme je le subodorais, le verdict entérine l'idée que Roselyne est au cœur de cet assassinat. Ça n'est pas elle qui a tiré, mais c'est elle qui prend le plus. 25 ans. Alors que le tueur, Christopher Munch, prend moins qu'elle. 20 ans. Et le fiston qui a servi d'intermédiaire, 15 ans. Et pour le débrief de cette histoire, je suis avec l'avocate générale au procès devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence en 2016, Martine Assognon. Vous êtes là, madame ? Tout à fait, bonjour. Bonjour. Quelles étaient vos réquisitions et est-ce que vous aviez, vous aussi, retenu cette hiérarchie dans la responsabilité ? Roselyne plus que les autres ? Oui, tout à fait, comme vous l'aviez indiqué. Le rôle de Madame Pinchot, je l'appelle ainsi, Madame Pinchot, c'est comme ça qu'elle s'est désignée pendant les 2 dossiers d'assises. J'avais requis contre elle 30 ans de réclusion criminelle, 5 ans de moins pour Christopher Munch, 20 ans pour Arnaud Privat et une autre personne. Alors il y avait la quatrième, oui. La codétenue, j'en parle un petit peu aussi. Oui, on peut en dire un mot. Parce que c'est elle qui vient dire qu'on lui a demandé d'assassiner Christopher Munch, et elle est renvoyée devant la cour d'assises avec les 3 autres. Il n'y a pas de morale. Non, il n'y a pas de morale, mais en réalité, cette personne qui partageait la cellule avec Roselyne Pinchot va recevoir l'intégralité, même plus, du patrimoine de Madame Pinchot. Celle-ci fait un transfert de patrimoine pendant sa détention à cette personne, et on peut avoir le sentiment que j'avais et que je partage toujours, c'est qu'en réalité, lorsque la codétenue vient faire part de ses soupçons aux gendarmes, elle a envie que Madame Pinchot reste le maximum de temps en détention. Et de garder son argent sans être passée à l'acte. Et de garder son argent parce que Madame Pinchot lui avait fait un prêt. Donc la codétenue devait rembourser 300 € par mois sur 66 ans. Donc manifestement, c'était un véritable don qui était fait entre les 2 codétenus. Alors, revenons au trio. Évidemment, votre avantage sur moi est considérable. Vous les avez vus, tous les 3. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur attitude pendant ce procès ? Je l'ai dit, ils ne se sont pas cachés derrière leurs petits doigts, ils ont assumé. Non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors, Madame Pinchot, c'est une dame toute petite, avec les cheveux noirs, effacés. Manifestement, à premier aspect, oui, assez effacée. C'est pas du tout. C'est pas la forte femme. Non, extérieurement, au premier abord comme ça, elle donne pas l'apparence. Enfin, pour moi, elle donnait pas l'apparence d'être une forte femme, pas la mamie gâchette. Lorsque j'avais lu le dossier, parce que je ne connaissais pas le dossier avant d'aller aux assises, je m'attendais à quelqu'un avec une forte personnalité, avec un peu la Mama Dalton en quelque sorte. Mais à l'audience, elle paraissait plus effacée, mais ce qui était vraiment très intéressant dans le dossier, c'était vraiment l'aspect relationnel qui existait entre les divers accusés et diverses personnes qui sont également satellites autour de ce trio assez infernal. C'est-à-dire Madame Pinchot, justement, elle a le côté effacé, mais on va voir à un moment donné, lorsque elle veut mettre les gendarmes sur diverses pistes que vous avez évoquées, à savoir le suicide. Le mari qui était dans un escroc, qui commettait des malversations, un homme à femme. Elle prétend ignorer qu'elle était trompée, mais elle va mettre les gendarmes en disant mais elle est nommée Sandrine ou Françoise, je pense à un moment donné, qui ont été la maîtresse de mon mari. Et on va à un moment donné interroger une Sandrine Perronne qui en fait connaissait le coup parce que c'était elle qui avait procédé à la vente du mât dans lequel va se dérouler l'assassinat. Mmh. Et Sandrine Perronne va faire des premières déclarations devant les gendarmes. Et pratiquement un an après, en octobre 2011, elle revient voir les gendarmes et en faisant état de certaines confidences en disant qu'un jour, quelque temps avant l'assassinat du mari, elle avait rencontré Roselyne Pinchot qui était très en colère après son mari et en disant qu'il est hors de question qu'il garde la moitié des biens et qu'elle préférait le tuer plutôt qu'il la moitié du patrimoine. Alors, Madame Assognon, qu'est-ce que vous avez compris, vous, du mobile de Roselyne Lejar ?
Alors, qu'est-ce que j'ai compris du mobile? C'est difficile. Et C'est même à pas clair. l'issue de non, ce n'est pas clair. Et je peux avancer plutôt les mobiles. Parce qu'en fait, on pouvait se demander, c'était un désespoir. On avait une femme qui avait 9 ans de plus que son mari, qu'il avait d'ailleurs connu très jeune, qui avait élevé ses 2 enfants du premier lit. Peut-être. C'est-à-dire une forme L'argent, de jalousie de femmes qui se sont abandonnées. peut-être, mais ce n'est pas aussi évident. L'argent, on pouvait penser que c'était le mobile premier car, par rapport aux propos qui avaient été rapportés par certains témoins qui déclaraient ne pas avoir voulu en dire rapidement parce qu'elle craignait les pressions de Madame Pinchot. Mais en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure des mois qu'elle va donner son patrimoine à une co-détenue. Donc c'est vrai que on reste un petit peu avec des points d'interrogation. Elle vole le PEL, par exemple. Le PEL, Elle, c'est les 2 fois 15 000. C'est les oui, 15 000 qu'elle donne à Munch et les 15 000 qu'elle donne à la codétenue. elle veut donner 15 000 euros à une co-détenue pour éliminer Christopher Munch en détention. Mais pendant qu'on était en détention, elle lui donne tout, même plus que tout, parce qu'elle va toucher son mari avait une assurance vie. Bien entendu, lorsque quelques semaines après le décès de son mari, elle va signer des attestations en disant qu'il s'agit d'une mort naturelle. Et pendant que les gendarmes enquêtent sur l'origine, sur l'auteur de l'assassinat, Madame Pinchot va percevoir, grosso modo, 189 000 euros. Mais elle les met au Et elle, chaud quand elle les donne à la codétenue. C'est-à-dire que elle se dit, la justice va me les saisir, je les lui donne, elle me les garde pour quand je sortirai. Non? peut-être qu'il y a peut-être ce genre de contrat entre elles, mais compte tenu de la personnalité de la co-détenue qui a C'était été imprudent. poursuivie, condamnée un petit peu plus pour escroquerie, C'est on imprudent. peut se demander. Par rapport au mobile, effectivement, c'est l'humiliation, la jalousie, l'amour. Et moi, je crois surtout qu'il y a un orgueil assez particulier chez cette femme. Elle est blessée dans son orgueil. Je peux penser que il s'agit de la principale partie du mobile laquelle elle a poussé son fils et l'ami de son fils à intervenir dans cette affaire. Alors Arnaud, justement, le fils, donc lui d'ailleurs c'est un de ses arguments à un moment donné, il dit bon j'assume ce que j'ai fait, oui j'ai servi d'intermédiaire, mais je veux vous dire ma mère est une hystérique, elle m'a manipulé. C'est un pauvre gamin manipulé? Cette difficulté de ce dossier justement dans le relationnel, parce qu'il fait une déclaration à un moment donné, il parle avec Munch et il dit mais ma mère m'a élevé comme un bulldog. Elle m'a élevé pour que je la défende et que je la protège. Alors qu'en réalité, cette femme, lorsqu'elle va rencontrer son futur mari, à savoir la future victime, elle va le rejeter, ce Arnaud. Les autres enfants vont vivre avec le couple et Arnaud va rester chez les grands-parents en Normandie. Mais c'est lui qui veut pas venir. En réalité, ce qui apparaît plus de la procédure, c'est que manifestement, Arnaud ne s'entend pas avec son beau-père à l'époque. Mmh. Il y a de gros conflits et je pense que cette femme est un petit peu peut-être déchirée entre son fils et son mari. Et elle choisit quand même son mari une certaine paix. Un dernier mot sur Christopher Munch. Lui, c'est quoi? C'est le pauvre type qui s'est retrouvé embringué là-dedans parce qu'il avait besoin d'argent? Il y a cette partie, effectivement, c'est quelqu'un qui vivait de la ferraille, apparemment peut-être un peu d'un petit trafic de stupéfiants, on peut penser cela. Mais surtout, ce qui est notoire, c'est qu'il avait un amour, il parle d'amour, pas du tout quelque chose d'homosexuel, à l'égard d'Arnaud Privat. Il le considère comme son frère. Privat, je crois, quelques années de plus que lui. Et il est carrément subjugué par Arnaud Privat. Et en fait, ce qu'on a pu comprendre, c'est que Madame Pinchot, qui est à distance, il y a plus de 800 kilomètres entre Rononas et puis la région dans laquelle ils vivent, elle appelle tous les jours son fils en se plaignant. Et manifestement, il y avait des réunions un petit peu suivies d'alcool entre les deux garçons. Ils sont montés le bourrichon, quoi. Tout à fait. Arnaud parlait à Munch en disant mais ma mère, elle me fait part que mon beau-père c'est un méchant et puis il est violent, etc. Et Munch, manifestement à un moment donné, s'est laissé en quelque sorte dans son besoin d'argent, son admiration, son amour qu'il avait pour Arnaud Privat,
un besoin peut-être de vengeance par rapport à Christophe Lejean, qui venait de la même région que lui. Je peux vous poser une dernière question, Madame Assognon. Oui. En tant qu'avocate générale, ça vous intéresse ces crimes passionnels? Parce que il y a toutes sortes d'autres crimes beaucoup plus machiavéliques. Là, on est dans un huis clos familial. Ça intéresse l'avocate générale que vous êtes plus ou moins qu'un crime organisé? Je dirais que chaque dossier, j'ai fait des assises pendant 10 ans. Il n'y a pas de petit dossier aux assises parce que chaque dossier est intéressant pour être un spectateur des rouages psychologiques. Et dans ce dossier, moi, ce qui m'a frappé, notamment lorsque je l'avais étudié, c'est de me dire que Madame Pinchot ressemblait finalement à ma voisine, pouvait me ressembler. Quelqu'un qui, sans histoire, qui était infirmière de profession, qui avait travaillé toute sa vie. Et c'est intéressant de voir comment quelqu'un manipulé, mu par des sentiments aussi divers que le désespoir, la haine, la jalousie, l'amour, l'humiliation, l'orgueil, tout assemblage, finalement se transformait en quelqu'un qui commanditait l'assassinat d'un homme qu'elle avait aimé, et en demandant à son fils qu'elle aimait également de participer, en impliquant également l'ami de son fils qu'elle connaissait. Voilà, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les gens peuvent sombrer dans une histoire aussi sombre, alors que rien auparavant ne pouvait laisser envisager cette espèce de descente dans l'enfer. Dites, Madame Assognon, si on profitait de l'occasion pour dire que c'est un moyen assez juste de juger les gens, la cour d'assises, au moment où elle est remise en question. Tout à fait. C'est un temps bien sûr, c'est un temps suffisamment long où on peut interroger, et puis c'est un moment aussi très particulier pour les parties civiles, puisque vous avez évoqué effectivement les Christophers qui sont là. Et notamment, il y avait le fils, donc le fils de la victime et le fils de l'accusé qui étaient là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour cette personne qui a entendu, puisqu'il y avait une manipulation de la mère, et le fait d'aller aux assises, de participer. Il y a des choses qui sont pointées, qui sont dites. Et puis c'est aussi très important qu'il y ait ce jury populaire, des personnes comme, pas comme moi, parce que je suis avocate générale, mais comme la plupart des personnes qui ont du bon sens et qui prennent le temps de la réflexion pour essayer d'adapter, de donner la peine qui paraît la meilleure, je dirais, par rapport à ces personnes, par rapport aux accusés. Merci beaucoup, Madame Assognon, avocate générale donc à ce procès à Aix-en-Provence en 2016, l'affaire Lejean. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.